suis désormais l'heureuse propriétaire de 320 feutres. J'ai pris du haut de gamme. J'ai pas rigolé, hein. Aujourd'hui, j'ai acheté tout ça, mais il y a également tout ça qui est pas encore déballé. Ah, vous souvenez-vous de cette époque où les hobbies étaient privés et sans objectif précis? Quand tu coloriais le samedi après-midi sur la table du jardin, ou que tu jouais à Mario Party en écran scindé, en te battant avec tes frères et sœurs pour avoir le plus d'étoiles? Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, beaucoup de choses ont changé, et ce qui était autrefois un passe-temps devient pour certains un hobby qui se doit d'être partagé sur les réseaux, esthétisé, monétisé et parfait. Parce que s'il ne l'est pas, c'est comme s'il ne comptait pas, comme si on perdait notre temps. Donc avant, on pouvait peindre tranquillement dans notre garage. Maintenant, avec la portée des réseaux sociaux, on se compare avec n'importe qui. Sans compter les personnes qui affichent leur immense collection, ce qui peut parfois engendrer de la frustration financière. Pour illustrer ce phénomène, je vous propose en premier lieu de plonger au cœur du BookTok. C'est un hashtag qui reprend les lecteurs passionnés qui partagent leur passion sur les réseaux. Regardez cette vidéo où une personne montre combien de livres elle a acheté en un an contre le nombre de livres qu'elle a lus cette même année. Voilà. Alors je sais pas vous, mais moi j'ai été très curieuse, j'ai pris des petites captures d'écran et elle a acheté en tout 224 livres en un an. Ça fait beaucoup là, non? Une année, ça comprend 52 semaines, si je suis pas complètement rouillée. Ça fait une moyenne de 4,3 livres par semaine ou 18,6 livres par mois. Bon, à part ça, elle a quand même lu 33 livres cette année. C'est pas une compétition, mais je trouve ça très honorable. J'ai checké un petit peu les commentaires par curiosité et on voit des commentaires du style « Non, mais ça, c'est juste de la surconsommation. Surconsommation !» Et forcément, face à ce genre de vidéos, on a aussi toujours des gens qui jugent la richesse de la personne. Comme on le voit ici, 20 à 25 € le livre, la richesse de la meuf. Et je mentirais si je vous disais que je m'étais pas faite la réflexion moi-même. Bien sûr, il y a toujours la réflexion de les acheter d'occasion, mais si on part du principe qu'elle les a achetés neufs et qu'ils valent 20 € chacun, ça fait une modique somme de 4 480 € sur l'année dépensée en bouquins. C'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, comme le dit Cléa Molette, elle en a pour l'année 2024 tranquille. Oh moi personnellement, ce serait pour 3 vies entières. Hein. Et cette créatrice, c'est loin d'être la seule à montrer les achats versus les livres vraiment lus. Il y en a d'autres et ceux-ci ont quand même eu plus tendance à lire leurs bouquins que dans le premier cas. Mais on remarquera quand même une grosse quantité de bouquins achetés en seulement un an. Et rassurez-vous, si ces personnes venaient à culpabiliser à l'idée d'acheter beaucoup de bouquins, la communauté est là pour les rassurer. Whenever you feel bad about buying books, just remember, all of this could be drugs. Et on retrouve ce phénomène dans bien d'autres hobbies. Prenons le coloriage par exemple. Et oui, c'est plus quelque chose qui est réservé uniquement aux enfants. De nombreux créateurs partagent sur les réseaux leur collection de feutres, de crayons et leurs nombreux livres de coloriage pour adultes. Ok, là j'ai envie de hurler. Ah, les vrais savent. J'ai fait une folie là. Non mais attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai pas pris le pack de 300 feutres, je me suis raisonnée. Oh, pour mes petits coloriages là, parce qu'en ce moment, voilà, ça et ça c'est ma life. Mais j'en ai d'autres encore qui m'attendent. Regardez-moi cette beauté. En vrai, je suis complètement stardée. Genre, la meuf a des obsessions créatives toutes les semaines. Enfin, faut se calmer à un moment donné. J'ai pris du haut de gamme. Là, j'ai pas rigolé. Hein. Alors, je m'y connais pas en feutre. On va jouer au juste prix. À votre avis, ça coûte combien ? Eh bien, il faut compter 150 € pour 216 feutres et presque 180 pour le pack de 310 feutres. Alors, qui c'est qui avait le juste prix parmi vous? Et les achats plaisir ne s'arrêtent pas là. On voit certaines créatrices présenter une quantité mais énorme de livres à colorier. I'm back with another coloring haul. Yeah, I definitely ordered a lot more coloring books. Il y a 21 livres de coloration. 21. Je pense qu'elle en a pour un bon petit moment. Hein. Elle va ensuite présenter tous ses livres ainsi que tous les feutres qu'elle a. Elle va aussi dire qu'elle en a reçu plusieurs. Et en effet, quand on regarde son compte TikTok, on voit un bon nombre d'abonnés, ce qui peut clairement laisser supposer qu'elle en a fait son métier. D'ailleurs,
Elle termine même la vidéo en les redirigeant vers son TikTok Shop. Et ce n'est pas du tout la seule vidéo sur ce sujet, il y en a également une autre où elle montre une autre collection en disant qu'elle en attend encore d'autres et que des marques lui ont envoyé le feutre pour évidemment en faire la promotion. Et ce phénomène touche absolument tous les hobbies. Tenez, prenons par exemple le tricot. I've been a bad girl. Ou bien évidemment, les cartes Pokémon. Quentin se régale chez nous en prenant 245 € de commande Pokémon, je te montre ça tout de suite. En premier, il nous a pris une ETB Foudre Noire avec sa version bundle, et enfin, il nous a pris une ETB Flamme Blanche avec sa version bundle également. Ou encore les jeux vidéo. Have you ever wondered what a video game collection of over 12,000 games in one room would look like? Dans les commentaires, question très intéressante, est-ce qu'il a joué à tous les jeux ou est-ce qu'il aime juste avoir les jeux physiques même s'il n'y joue pas? Et en réponse, on a quelqu'un qui dit « Tu penses vraiment que quelqu'un a le temps de jouer à autant de jeux ?» Oh, si t'as un gros héritage et que t'as pas besoin de bosser de ta vie et que tu supportes avoir seulement 2 heures de sommeil par jour, je pense que ça le fait. Donc on voit que quelque chose qui est censé être un hobby, un passe-temps, est devenu petit à petit une vitrine sur les réseaux sociaux. On voit des personnes avec une grosse collection, des pièces qui sont parfois rares, un talent inouï, mais quelles en sont les raisons de tout ça? Et quels sont les problèmes que ça engendre? Un des gros problèmes, pour certains, qui émerge, c'est celui du buying hobby, qu'on traduit par l'hobby de l'achat. En fait, il faut désormais distinguer deux choses. Le hobby passe-temps, où tu colories, tu dessines et tu joues, du hobby où tu achètes les produits. Regardez. Reading books, definitely a hobby. Buying books, not reading them. Buying more books, also a hobby. Cet effet repose sur un principe simple, celui de la dopamine. Vous en avez forcément entendu parler avec l'essor des vidéos courtes ces dernières années. C'est le même neurotransmetteur ici qui est en cause. Prenons l'exemple de la lecture. Un lecteur va dans un magasin. Il a une décharge de dopamine éphémère liée à l'achat et à la réception du nouveau bouquin. Et puis il rentre chez lui et il se rend compte que lire un livre, c'est quand même plus long que prévu et plus lent. On sent qu'il n'y a pas ce shoot de dopamine instantané. Et donc parfois le bouquin reste dans la bibliothèque pour toujours. Et pourtant il adore lire, hein. Attention, il adore ça, c'est un de ses hobbies. Mais la différence ici dans les deux cas, elle réside dans l'accessibilité rapide à la dopamine. Je vous propose d'écouter Eddie qui nous fait part de son histoire concernant son hobby de la lecture et du buying hobby. Low-key, I regret buying most of the books I've bought, not because I don't want them, not because I don't want to read them, not because I haven't enjoyed reading the ones that I've read, but because I don't have the novelty of going into a bookstore, finding a book I want to read by finding out the blurb, taking it home and then reading it. I have pretty much everything I want to read in this room, and it is great because it means I can pick up anything at any time, but it takes away the novelty of going and buying something. Nowadays, I go into Waterstones, I go into a bookstore, and I'm trying to justify buying a book. I'm trying to get to the point where I'm like, okay, I should buy this, I need this, and then when I do buy it, 99% of the time, it just comes home and sits on a bookshelf. I do think I'm getting better though, I am improving. At the beginning of this year, I probably had only read about 20% of my bookshelves, and now I'm about 35-40%, which isn't much of an improvement, but when you look at the books that I've been reading, a lot of them have been over 1,000 pages, or massive chunky books within fantasy. I think I'm doing pretty well. But the point still stands, I low-key regret buying them because I'm at the point where I don't necessarily go into a bookstore to buy a specific book. I go in there to try and justify buying any book that I might like. Donc Eddie ici nous décrit un phénomène assez typique, un peu similaire à ceux des vidéos courtes. Sauf qu'à terme, il a accumulé tellement de bouquins qu'il a perdu ce plaisir éphémère de chercher un nouveau bouquin à ramener à la maison. Mais la chose positive, c'est qu'il s'est fait la réflexion et il s'est mis déjà à lire plus de bouquins qu'il avait déjà chez lui. Et il ressent la peine de ne plus ressentir cette dopamine en allant à la librairie. Il ressent à nouveau le plaisir de lire sur du long terme, mais l'excitation de la nouveauté, il l'a un petit peu perdu. Un autre problème de ce phénomène, c'est le surendettement. Tapez le nom de votre hobby sur les réseaux sociaux avec le hashtag haul, comme le book haul, et vous tombez sur des vidéos où des gens déballent des quantités astronomiques de matériel ou de bouquins. Et donc certains débutants dans un hobby se sentent parfois obligés de dépenser des centaines d'euros dans le hobby avant même de savoir s'ils aiment réellement l'activité. Ça rejoint un petit peu l'illusion de la productivité. On a l'illusion de s'investir dans le hobby alors que parfois le matériel s'accumule sans être utilisé. Et ça donne des créateurs qui parfois rigolent de la situation.
Et en commentaire, on peut voir, il faut que ça soit les meilleurs matériaux possibles. Je refuse de lésiner sur les projets que je ne vais jamais finir. Avec 1108 likes, on se dit que beaucoup de personnes sont dans le cas de l'obsession de la meilleure qualité possible. Et c'est un vrai truc chez plusieurs personnes. Pour certaines personnes, il faut vraiment lutter pour ne pas dépenser des sommes colossales. Mais certains, malheureusement, vont même jusqu'à s'endetter en faisant des crédits pour leur hobby. I have $30,000 in credit card debt. When they call, I tell them I can't pay it back yet. Credit card debt. Tomorrow I may buy myself a dining room set. Alors c'est un principe qu'on n'a pas trop ici en France ou en Belgique. Donc pour ceux qui ne savent pas, en Amérique, ils ont ce qu'on appelle des cartes de crédit. Mais c'est totalement différent de nos cartes de crédit à nous. En gros là-bas, ils payent plutôt avec des cartes à crédit, avec de l'argent qu'ils n'ont pas, qu'ils doivent évidemment ensuite rembourser, avec évidemment des intérêts à la banque. C'est un peu le principe du crédit comme chez nous, sauf que là, ils peuvent accumuler plusieurs cartes, et s'ils n'arrivent pas à bien gérer leurs dettes, ils ont un mauvais score de crédit qui peut carrément les empêcher d'acheter une maison ou une voiture, par exemple. Bon, après, quand tu vois le prix de certains sets de Lego, je suis pas étonnée, Okay. Et ça, ça peut être un gros problème pour les personnes qui aiment toucher à tout et tester plusieurs hobbies. How did you run out of fuel that quickly? I emptied it out. Emptied it? Why? To make room for the tuna. Autre problème, on a également la mort du plaisir par la monétisation. Ça commence à être bien ancré en 2026, que être créateur de contenu, c'est un métier. Bon, les rémunérations varient en fonction de la visibilité et de la niche. Et dans un monde où beaucoup de personnes ont un travail dit alimentaire, pour juste se subvenir aux besoins de la vie courante, il peut être très alléchant de tout plaquer pour se consacrer à ce qu'on aime et tenter de vivre de sa passion. C'est un peu le rêve de beaucoup de personnes. Mais ça peut poser 3 problèmes, dont un que j'ai vécu personnellement. L'autre jour, je me balade sur les réseaux sociaux et je tombe sur ce type de vidéo. Mon tampon a froid et se sent terriblement seul. Il est donc grand temps de lui faire son habitat naturel. Regardez-moi cette superbe cloche en verre. Et pouf, on s'en fout. C'est l'emballage qui m'intéresse. Et en plus, ça s'emboîte parfaitement. Je venais à peine d'acheter un petit peu de matériel pour de la pâte à modeler, car j'avais envie de reprendre un hobby un peu plus manuel. J'avais envie de faire quelque chose de mes doigts. Mais le seul truc que j'ai réussi à faire, c'était ça. Donc forcément, quand je vois des vidéos comme ça, je me dis, mais c'est quoi ce truc? Le décor, il est incroyable, le talent est fou, purée de pommes de terre, je suis vachement nulle en fait. Je vais arrêter ce hobby, ça sert à rien. Sauf que quand on regarde de plus près, cette créatrice en a fait son métier. Et elle a même un site internet où elle vend ses figurines, du papercraft et ses prints. Donc forcément, je ne peux pas rivaliser avec quelqu'un qui a des années d'expérience. Et ça, tout le monde ne s'en rend pas forcément compte. Et même s'ils le savent, ça peut parfois être contraignant de se sentir inférieur, surtout quand on a déjà un manque de confiance en soi. Et deuxième problème pour certains créateurs, c'est le burn-out passionnel. Est-ce que vous connaissez le dicton « Ne fais pas de ton hobby ton travail ». Transformer un hobby en une carrière peut parfois tuer le plaisir à cause de la pression monétaire. La pression des commandes, la pression de l'entrepreneuriat, etc., etc., etc. Prenons pour exemple les streamers parce que je connais plutôt bien ce milieu. Au début, c'était juste du fun, du partage de ses jeux vidéo préférés. Et après, quand le créateur monte en grade et commence à générer de quoi en vivre et quitte son job, la pression peut s'installer. Il faut rester régulier, il faut parfois rester dans une seule niche de peur de perdre sa communauté et donc des abonnements, il faut trouver des sponsorisations, etc., etc., etc. Donc ce n'est pas le cas évidemment de tous les streamers ni de tout le monde, mais ça existe dans tous les domaines. Prenons la confection de bougies maison par exemple, écoutons cette créatrice avec qui je suis plutôt en accord. Franchement, il y en a marre. Les gens se plaignent de toutes les boutiques qui pleurnichent, qui disent que leur boutique va fermer parce qu'elles n'ont pas de commandes, parce qu'elles n'ont pas de visibilité. Ok, vous aimez pas ça, et pourtant, franchement, quand on fait des choses artistiques, quand on essaye de mettre les choses en valeur, on fait des photos, des vidéos, des shootings, on fait des mises en scène, et on n'a pas de visibilité. Moi, j'ai pas de visibilité, je fais des voix off, j'essaie de montrer la fabrication, j'essaie de faire tout mon possible pour que mes vidéos soient vues, j'ai même fait la fonction promouvoir, j'ai utilisé une fois cette fonction, ça n'a servi à rien. En fait, si on ne pleurniche pas, si on fait pas du drama, qu'on n'invente pas des fausses histoires avec des clients problématiques, vous n'avez pas de visibilité, vous n'avez pas de commande. Donc à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence, il n'y a que ça qui fonctionne sur TikTok.
c'est d'inventer des faux problèmes avec des clients, ou de pleurnicher, de dire que ça marche pas, que je vais bientôt fermer, etc. Parce que sinon, il n'y a pas de visibilité. Donc pour certains, ça a carrément tué le plaisir de faire ce qu'ils aimaient autrefois. Et c'est la raison pour laquelle cette ex-professeure de pole dance va nous raconter pourquoi elle a arrêté de l'être, en plus de la création de contenu. One valuable lesson I learned this year is that you do not need to monetize all of your passions and hobbies. They can stay just that because there's a chance if you do, you will effing hate them. In my case this year, I quit my job, became a full-time pole dance instructor and content creator, made really good money from that, and then began to just absolutely hate both those things. Some of us, and I'm talking about myself here, are not cut out to be hustlers, and that's okay. Whether it's pole dancing, crocheting, really anything, it's okay to just simply enjoy it as it is. You don't have to make money from it. Bien sûr, ce n'est pas le cas de tout le monde. Certains sont très heureux dans ce choix de vie, c'est vraiment personne dépendant. Et puis, troisième problème qui a tendance à franchement m'énerver, c'est les parasites de scalper. Un jour je serai le meilleur Scalper. C'est des personnes qui achètent tous les stocks, par exemple de cartes Pokémon, ça crée une pénurie et ils revendent ça directement en occasion, évidemment plus cher que le prix initial. Le dernier truc en date que j'ai trouvé absolument ridicule, c'était la figurine Yoshi, qui contient du popcorn, et c'était collector pour la sortie du film Mario Galaxy. Et dès le lendemain, tu pouvais trouver des figurines en vente à plus de 80 € sur Vinted, alors que ça ne coûtait que 25 € à la base. Et toute cette recherche du profit empêche plusieurs personnes, et même des enfants, de pouvoir acquérir des cartes ou des figurines à des prix corrects, à tel point qu'il y a des magasins qui ont dû limiter les commandes à une par personne pour éviter les abus. Et le dernier problème que j'aborde avec vous, c'est l'impact environnemental et le gaspillage. Le fait d'acheter des objets, de les entasser et de ne pas forcément les utiliser, ça crée des déchets inutiles un petit peu comme ça. We need to talk about one of the biggest problems in the hobby, and that is waste. This is the aftermath of ripping nearly 70 boxes of 2021 SP Authentic Golf recently, and what am I to do with all these extra base cards and inserts? C'est un petit peu le principe de la fast fashion appliquée au hobby, sauf que tout ça, c'est pas du tout sans impact auprès de l'écologie. Bien sûr, je fais un petit aparté, il n'existe pas que des points négatifs. Le fait de pouvoir partager sa passion en ligne sur des forums par exemple, c'est un luxe qu'on a à notre époque. Pense aux jeux vidéo par exemple. Quand j'étais ado, j'étais la seule nana jugée à l'école parce que je jouais aux jeux vidéo. Mais grâce à internet, j'ai pu me sentir moins seule et partager ma passion avec d'autres joueurs. Mais sur cette chaîne, vous le savez, j'aborde les dérives d'internet et donc aussi des réseaux sociaux. Et quand je le peux, j'essaye d'apporter des solutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter cet impact sur nous? Si jamais vous vous sentez concerné par un des problèmes, tout d'abord sachez que c'est pas grave. La société, elle est faite en sorte qu'on achète toujours plus et les réseaux sociaux sont très influents. C'est pas pour rien que les marques dépensent des milliards pour leur visibilité. Mais la première chose que vous pouvez tout simplement faire, c'est de pratiquer en secret. Ne filmez pas et ne postez pas sur les réseaux. Rompez le lien entre le loisir et l'audience. Vous aimez dessiner? Faites-le en secret. Vous aimez collectionner des cartes ou des chaussures? Faites-le en secret. Gardez ça pour vous, ça en sera bien plus bénéfique que pour votre santé mentale. Acceptez aussi d'être mauvais, comme moi avec la pâte à modeler. C'est ok. Tout n'a pas à être parfait. Redécouvrez cette joie qu'on avait quand on dessinait un dessin et qu'on le montrait à nos parents. Et ne vous sentez pas obligé de suivre des tutos ou des cours pour vous améliorer, sauf si vous en ressentez bien évidemment l'envie. Mais le but d'un hobby, c'est de passer du temps sans pression. C'est juste de libérer le cerveau. Deuxième chose, c'est la consommation consciente et minimale. Pour contrer le hobby de l'achat et cette impulsion de dopamine en magasin ou sur Amazon, on peut décider de commencer petit. Moi par exemple, pour le coloriage, j'ai commencé à acheter les feutres de chez Action. Ils sont moins chers, moins qualitatifs bien évidemment, mais c'était juste pour tester le hobby. Et j'ai bien fait parce que sinon j'aurais acheté des feutres à plus de 300 balles pour colorier une fois tous les 2 mois quoi. Vous pouvez aussi acheter du matériel d'occasion. Pour la lecture, redécouvrez la bibliothèque de votre ville. Généralement, vous pouvez louer presque gratuitement des bouquins et ça vous permettra de pas faire déborder vos bibliothèques et aussi d'alléger un petit peu votre compte en banque. Et puis, interdisez-vous d'acheter quoi que ce soit de plus si vous n'avez pas déjà entamé ce que vous avez déjà. Par exemple, interdisez-vous d'acheter un nouveau livre si vous n'avez pas lu une bonne partie des bouquins que vous avez déjà. Bon, il faut un petit peu de self-control, mais je suis sûre que vous pouvez y arriver. Troisième chose, déconnectez-vous. Ça rejoint un petit peu le premier point, mais c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus.
et que je peux que affirmer. Réduisez le scrolling pour passer plus de temps à créer et à pratiquer votre hobby. Le fait de scroller, ça peut vraiment nous mettre dans un bad mood. On voit que des gens plus talentueux que nous, plus riches que nous, et on a l'impression d'avoir perdu notre temps et de se sentir inutile, nul. Laissez votre téléphone de côté et passez du temps avec juste vous-même. Oubliez l'aspect monétaire de votre hobby, si vous voulez qu'il reste un loisir, évidemment, et privilégiez les interactions en personne, comme les clubs de lecture, les sessions de jeux de rôle ou les sessions de jeux de société, pour sortir du cercle vicieux de la comparaison numérique. Et enfin, privilégiez la qualité à la quantité. Savourez le processus. Ne vous mettez pas d'objectifs chiffrés comme par exemple terminer 40 livres de colo sur l'année ou lire 50 livres par an. Non, 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 non. Posez-vous, prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites et à apprécier le moment présent. Je sais que tout le monde dit ça, je sais que même moi je ne l'applique pas tout le temps, mais c'est super important pour notre bien-être en fait. Apprenez à connaître vos propres goûts et à réfléchir à 2 fois avant de suivre des tendances et d'acheter par exemple les derniers feutres à la mode sur Insta ou sur TikTok. Ici c'était Starley, j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. Merci infiniment de l'avoir regardée jusqu'ici. Je vous dis à la semaine prochaine.